Donc, je suis socio-anthropologue à l'INRAE à Dijon, dans une UMR qui s'appelle le Césaire. Et donc, je ne vais pas vous apporter évidemment des outils sur cette question-là, mais plutôt proposer une réflexion socio-anthropologique euh, basée sur un travail que j'ai fait avec ma collègue Agnès Fortier. Donc, j'emprunte pas mal de ces éléments que je vais vous présenter à la publication qu'on a co-signée toutes les deux et qui apparaît ici euh, avec voilà, l'envie de partager, d'écouter vos réactions et puis de, voilà, de voir par la suite ce que ça peut susciter chez vous. Alors, en tant que socio-anthropologue, je rappelle mon point de vue, on est dans une époque particulièrement singulière parce que cette liaison qui est extrêmement naturelle entre fleurs et abeilles est profondément troublée dans un contexte d'une part d'agricolisation de l'apiculture, tel qu'on l'a appelé avec mes collègues Pierre Alfandéry et Agnès Fortier, c'est-à-dire ce mouvement qui depuis une vingtaine d'années tend vers une professionnalisation du secteur apicole, qui passe par l'accroissement des cheptels, l'intensification de la production, des performances génétiques, la construction d'une filière, bref, un développement qui colle au mode de développement qu'on trouve dans le monde agricole en général. Période troublée également, marquée également par un engouement citoyen extrêmement fort pour l'apiculture amateur, avec une multiplication de nombre de ruches. Et puis aussi, et beaucoup, marquée par des incertitudes croissantes, tant sur la présence et la qualité des ressources florales, en lien avec le changement climatique, les transformations de l'usage des sols et des pratiques agricoles, qu'avec l'incertitude portant sur la possibilité d'avoir accès à ces ressources, avec des phénomènes d'instabilité foncière telles qu'elles avaient été déjà pointées il y a quelque temps par l'ADA. Donc, on a aujourd'hui une certaine difficulté dans certains territoires et pour certains apiculteurs à construire leur circuit de rucher et puis à le garder dans le temps long. L'apiculture, quand on a un peu étudié l'agriculture, apparaît vraiment comme le royaume de la singularité pour trois grands blocs de raisons. D'une part, en raison du monde apicole lui-même, qui est très hétérogène d'un point de vue socio-professionnel, par les systèmes qui sont mis en œuvre, les motivations, les trajectoires, les façons de s'ancrer dans le territoire, par un désir revendiqué d'une autonomie forte, qui est extrêmement frappante, qui s'accompagne d'une préférence pour la discrétion, le gré à gré, par opposition à la normalisation et la réglementation imposée de l'extérieur, une organisation par réseau, souvent territorialisée, affinitaire et possiblement conflictuelle, qui caractérise d'un point de vue social l'apiculture. L'animal en lui-même, il est tout à fait particulier. C'est un animal au statut incertain, disait Philippe Marchenet, entre sauvage et domestique. Un cheptel, certes, mais un cheptel volant. On ne l'attache pas avec une ficelle, nous disent souvent les apiculteurs en entretien. Quant à la nourriture de cet animal-là, il est aussi particulier puisque pollen et nectar ont un statut de res nihilus assez indéfini, peu pris en compte dans la réglementation, dans la législation. Et donc, entre ces trois volets de singularité, c'est à peu près évident qu'on va avoir un rapport aux ressources tout à fait particulier lui aussi. On est sur un rapport plus sur une appropriation des fleurs que sur leur propriété, comme on peut le voir dans l'agriculture, dans les autres secteurs agricoles. L'apiculteur, d'une part, est rarement propriétaire de son foncier. À un moment, on les définissait souvent comme des agriculteurs sans terre. Par contre, il négocie le droit de poser ses ruches sur le terrain d'autrui, moyennant souvent un arrangement oral, parfois, souvent une rétribution, souvent en miel, mais parfois monétaire, ou un échange de services avec la pollinisation. Et ce droit de poser les ruches va valoir droit de butiner dans un périmètre élargi les ressources alentours, mais sans qu'il y ait une obligation de résultat qui puisse être fournie et accordée sur la qualité et la présence de ces dites ressources. Par ailleurs, les fleurs ne sont pas produites par l'apiculteur lui-même. Donc c'est aussi voilà, une caractéristique assez forte. Tout cela se fait dans des relations de gré à gré, de proximité sociale, d'affinitaire, d'implicite, le code rural, vous le savez, intervenant vraiment à minima dans ces questions-là. On est sur une activité qui a donc une dépendance extrêmement forte à l'égard des autres activités et des ressources, qui se traduit un peu par le paradoxe d'une hétéronomie sociale et écologique extrêmement forte pour un monde professionnel qui revendique une autonomie tout aussi forte et tout aussi importante. Et cette façon de s'inscrire dans le territoire, elle revient à une forme d'habiter où on a un enchevêtrement très très étroit entre les relations, les réseaux sociaux, les réseaux écologiques et les pratiques professionnelles.
Ces fleurs, il s'agit donc d'en faire bon usage, à défaut d'avoir des règles très précises qui en fixent l'usage. Donc, d'inventer l'usage, c'est inventer un espace alternatif par rapport au monde réglé de codes, de lois, de règles et d'interdits, tels que la loi peut les fixer. Dans la réflexion qu'on a conduite avec Agnès Fortier, on a été tenté de regarder les proximités qu'on pouvait tirer avec le pastoralisme et la cueillette. Il y en a plusieurs, avec notamment la mobilisation de ressources spontanées à faible coût, voire gratuites par rapport aux plantes cultivées, avec la recherche de bons coins, avec le lien très fort au territoire, avec cette espèce de géographie du secret aussi. Mais il y a un certain nombre de limites également qui fait qu'on c'est compliqué de vouloir calquer, rapatrier complètement ce qui se fait dans ces deux types d'activités et de le rabattre sur l'apiculture. La construction d'une exploitation apicole est tout à fait aussi singulière ou d'un territoire apicole, sachant qu'une exploitation se construit selon divers paramètres, le projet apicole lui-même, la taille d'exploitation, le territoire et ses ressources, ses particularités, l'organisation du travail avec le temps, les déplacements, avec des orientations préférentielles. Donc on a, par rapport encore à une exploitation agricole normale, un territoire plus ou moins éclaté, à géographie variable, qui peut un peu se modifier, qui pose la question de ses frontières. Par ailleurs, on est aussi sur une exploitation apicole qui est peu visible. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de délimitation. Les ruchers sont souvent posés aux marges de terrains agricoles, en lisière, dissimulés. Mais en même temps, pour qui sait le voir, il fonctionne comme un signe d'appropriation et un marqueur du territoire qui indique qu'il y a une exploitation, enfin un apiculteur qui est là, professionnel ou pas. Car l'apiculteur est rarement seul en fait dans son territoire et c'est ça qui est aussi très particulier. Les exploitations apicoles, si on peut exploiter, enfin appeler comme ça le territoire apicole, se recoupent et se chevauchent avec celles d'autres apiculteurs, d'où la nécessité de cohabiter et de coexister dans un même territoire, avec une question fondamentale qui se pose dans le droit, en anthropologie, en sociologie, et puis pratiquement pour vous, c'est en l'absence de réglementation très claire, quelle répartition, quel partage des ressources et comment cohabiter. Partager les ressources florales, vous avez vu que je mets des guillemets là parce que c'est un terme qu'on utilise souvent et je pense qu'il faut quand même qu'on s'y arrête un petit peu. Il mérite qu'on s'y arrête un peu. Donc là, c'est une définition je suis allée chercher sur Wikipédia, hein. Une ressource naturelle est une substance, un organisme, un milieu, un objet présent dans la nature sans action humaine et qui fait dans la plupart des cas l'objet d'une utilisation pour satisfaire des besoins énergétiques, alimentation, agrément des humains, des animaux, des végétaux. On peut dire qu'en temps normal, certes, les fleurs offrent une alimentation aux abeilles, mais les fleurs vont pas être forcément une ressource en soi, avec tout ce que ça suppose de tensions possibles et latentes. Elles vont le devenir dans certaines situations de pénurie, de difficulté ou de moindre abondance. Et il va falloir les partager. Et si on prend l'origine du terme partager, c'est assez intéressant dans un dictionnaire de base. Partager, c'est à la fois diviser et distribuer. Donc, dans partager les ressources, enfin les fleurs qui sont devenues des ressources, il y a à la fois une opération mathématique. Il faut partager, comme disent souvent les apiculteurs, ben, quand on a un gâteau, plus on est à manger dessus, moins la part est grande. Il faut partager. Mais c'est aussi une sorte d'opération sociale par laquelle les ressources auxquelles on prêtait pas forcément attention vont devenir mes ressources, nos ressources, faire ressortir ce lien d'appropriation très fort et ces enjeux avec une question latente qui court derrière cette question-là, cette opération sociale, c'est la légitimité des bénéficiaires qui sont légitimes à partager mes ressources de mon territoire. Alors, partager avec qui? C'est là que quand on met un petit peu à plat la diversité des autres qui sont susceptibles de partager ces ressources, quand on regarde un peu ça d'un point de vue anthropologique, il y a une ligne d'altérité la diversité et l'altérité en même temps, sachant que partager mon territoire, c'est partager les droits qui vont avec ce territoire, plus ou moins. Il peut y avoir sur un même territoire des amateurs et des professionnels, chacun étant eux-mêmes très divers, hein, avec des pratiques et des systèmes et des besoins très divers. Ceux-ci peuvent être connus ou inconnus. Il y a des apiculteurs qui se font pas connaître, qui posent leur ruche comme ça, des nouveaux, des gens qu'on ne connaît pas vraiment ou qui sont pas dans le réseau ou dans le spectre social. Ils peuvent avoir une attache territoriale aussi variable en étant permanent, en étant ponctuel, en étant régulier mais en transhumance, mais quand même inscrit
dans un réseau, dans mon réseau d'interconnaissance et dans mon radar social, en fait. Et chacun exerce des pressions différentes sur ses ressources, selon les besoins, selon les périodes de l'année, selon les systèmes. Donc on voit se dessiner plus ou moins un degré assez variable de légitimité à ponctionner, à prélever les ressources qui deviendront mes ressources ou nos ressources. Selon l'ancienneté dans le métier, l'ancienneté dans le territoire aussi, qui joue pour beaucoup, la proximité sociale, les pratiques, le projet, les motivations, la grandeur ou la réputation également de l'apiculteur. Et puis, il faut partager aussi des ressources avec des autres non humains, des insectes et des animaux qui sont de l'ordre du sauvage cette fois-ci, mais je n'en parlerai pas. Alors, comment habiter un même lieu ensemble quand on n'a pas réglé par la loi et par la réglementation? Il y a la question de l'éthos devient quelque chose qui peut être structurante et qui peut être très intéressante. Et en regardant la sociologie du travail, on voit que l'éthos, j'ai mis deux définitions. L'éthos permet l'adéquation entre la pratique et le monde. C'est-à-dire, dans notre cas, donc en apiculture, c'est la manière de prendre place, de cohabiter avec les autres apiculteurs dans un territoire dont les contours restent mouvants et assez souples quand même. Une autre définition, l'éthos renvoie à l'intériorisation par l'expérience et l'apprentissage de normes, de valeurs, de principes éthiques et implicites qui conduisent à pouvoir qualifier ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est normal. C'est-à-dire de pouvoir guider son action en fonction d'un certain nombre de valeurs qui sont partagées à l'échelle d'un monde professionnel, ici à Monde Apicole. Or, l'éthos, contrairement à la règle qui est définie et puis qui est sanctionnable et qui est opposable à un tiers, l'éthos s'apprend. Et ça prend du temps d'apprendre l'éthos, c'est rentrer dans l'épaisseur d'un métier et ça se fait par l'expérience. Et il me semble, et j'en arrive sur ma dernière diapo, qu'il y a des choses peut-être à revoir ou à repenser sur une catégorie que j'ai appelée les entrants dans le milieu, avec la double signification du milieu, le milieu professionnel et le milieu écologique au sens de territoire. Donc il y a une première catégorie à laquelle j'avais prêté un peu d'attention, mais sans aller complètement au bout pour plein de raisons indépendantes, c'est les entrants dans la profession apicole. Il y a, il me semble, depuis qu'il y a cette agricolisation du monde apicole et cette professionnalisation, on observe peut-être parfois des trajectoires qui sont un peu accélérées et qui peuvent conduire ou induire un certain manque d'éthos ou de maîtrise de l'éthos. Il me semble que parfois, on a entre la formation et l'installation peu de temps de maturation, deux étapes qui s'enchaînent très vite, sans que les apiculteurs puissent avoir vraiment le temps de maturer un projet, de prendre connaissance de ce que c'est que vraiment l'apiculture, et puis moins de temps, moins d'occasion de ce qu'on appelle en sociologie du travail, de socialisation, c'est-à-dire d'incorporation de ces normes en vigueur, de ces usages, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de comment se comporter. Donc c'est le fameux ethos dont je parlais tout à l'heure. Cet enchaînement parfois un peu trop rapide pourrait induire une difficulté pour les nouveaux venus dans le métier, pour les entrants, à avoir du mal à se situer moralement, éthiquement dans ce périmètre de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Là où il me semblait qu'avant, pour avoir enquêté chez les plus anciens avec des apiculteurs plus expérimentés, il y avait cette période de double activité, il y avait cette période de montée en puissance très progressive finalement du métier, du cheptel et de cette implantation dans le territoire qui faisait que on avait le temps de prendre la mesure d'un territoire, pas simplement de ses ressources alimentaires, mais aussi de ses ressources sociales et de sa présence professionnelle des apiculteurs qui sont déjà installés avec peut-être des situations où on avait plus la possibilité de se caler, de discuter et d'échanger. Et pour les jeunes, qui se plaignent aussi souvent, pour ceux que j'ai rencontrés, d'être mal accueillis, parfois, enfin, je ne généralise pas, hein, mais dans certains territoires, d'être mal accueillis par les plus anciens qui sont méfiants, qui veulent pas discuter, qui veulent pas partager. Les démarches de se faire connaître ne sont pas forcément toutes systématiques non plus. Et là, il y avait un jeune que j'ai rencontré qui me disait, ben moi, ça m'a paru normal quand je suis arrivée de me faire connaître. Je me suis installée, je me suis fait connaître auprès des apiculteurs dans le village. J'ai essayé de comprendre où est-ce que je pouvais poser mes ruches ou pas sans conflit pour que ça se fasse en bonne entente.
Donc, il me semble que cette première catégorie d'entrants sur lesquels il y a des enjeux, parce que ça va être le renouvellement aussi de la profession, à un moment quand même particulier où il y a un basculement quand même à l'anthropocène, avec tout un tas de problèmes sur les ressources, à un moment même d'engouement aussi pour la profession apicole. J'imagine ou je pressens qu'il y a quelque chose à penser à ce stade-là. Pour mieux socialiser les nouveaux arrivants, qui sont pas forcément nouveaux, comme vous le savez, enfin pas forcément jeunes, mais voilà, un peu ce qui se faisait au niveau des ruches écoles, où il y avait ce temps-là de socialisation, d'entrée progressive, et puis un peu délicate et un peu précautionneuse dans le milieu, où là, on va un peu plus frontalement, on pose ses ruches, et puis eh ben, on a des annuités, on a des emprunts, on a du matériel, il faut y aller. Et il y a des questions qu'on ne se pose pas et qu'on devrait se poser, en fait, hein, et qui sont très difficiles parce que tout ça, c'est du gré à gré, et ça prend beaucoup de temps. Et puis le deuxième objet sur lequel il y aurait une réflexion sans doute à mener, mais sur laquelle j'ai pas, j'ai moins j'y vois moins clair parce que j'ai pas travaillé frontalement là-dessus et que c'est quand même très compliqué, c'est la question de la transhumance, qui existe sous des formes extrêmement diverses aussi et qui demanderait, je pense, un vrai travail. Enfin, ça serait intéressant de vraiment creuser ces questions-là et ces pratiques-là. Et qui est encore une question très complexe, parce qu'elle est souvent présentée et il est souvent tentant de penser que c'est une solution au problème de ressources. Or, on s'aperçoit que ça peut être, dans certains cas et dans certaines années, un déplacement en fait du problème qui va créer un certain nombre de problèmes et de conflits extrêmement forts parfois sur des territoires, peut-être très irruptifs, qui fait ressortir tous les conflits et toute la sensibilité, puis la violence de certaines situations pour certains apiculteurs, et dans certains cas de transhumance, hein. Je ne dis pas que toutes les transhumances génèrent des conflits, mais particulièrement lorsque les transhumants arrivent dans un territoire pas connu, arrivent dans un jeu social et dans un équilibre socio-écologique parfois fragile, précaire, compliqué, difficile à tenir, et arrivent là-dedans sans respect d'éthos, sans concertation sociale, sans gré à gré, sans interconnaissance, posent leur ruche, s'en vont et sont vraiment dans un prélèvement qu'on pourrait dire un peu extractiviste de la ressource. Et ça, c'est parfois très mal vécu, en tout cas pour certains retours de terrain que j'ai pu avoir ici et là, pas simplement en Bourgogne-Franche-Comté où j'enquête, et particulièrement complexe parce qu'on est dans des situations qui sont très peu réglées par la réglementation et par la loi. Et donc là, on est sur une situation, comment est-ce qu'on fait avec ces mouvements où tout le monde se jette sur la ressource, qui vont refermer profondément la géographie apicole, on le voit déjà sur les cartes nationales, hein, sur les cartes européennes, et comment est-ce qu'on intervient lors de ces moments-là, donc de ces entrants dans le milieu, mais entrant par déplacement géographique, entrée, sortie, et par mouvement pendulaire, dont on peut supposer qu'ils vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus nécessaires. La transhumance étant par ailleurs, il me semble, soutenue par les plans de relance et d'aide à la filière. Donc, il y a voilà, des solutions techniques qui sont soutenues, mais peut-être une réflexion à avoir sur ces pratiques qui sont, je pense, un peu particulières et qui posent de façon très frontale et très vive la question du partage des ressources, avec la mise en relief d'une série d'autres. Ça, c'est des autres apiculteurs, des professionnels, mais qui ne sont pas dans mon réseau d'interconnaissance professionnelle, avec lesquels je ne discute pas. Et ça ne se passe pas bien quand ces gens-là ne se font pas connaître, quand ça peut avoir des montées, des surenchérissements sur le foncier, sur les emplacements, enfin, tout un tas de conséquences qu'il faudrait travailler de façon plus en détail, enfin, qui demandera vraiment une documentation et des enquêtes beaucoup plus minutieuses que celles que j'ai pu faire. Mais c'était une piste que je voulais vous donner, un point de vue qui me semblait, enfin, une idée de travail et de mettre en travail, une pratique à mettre en travail au sein du monde apicole pour les temps qui viennent. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible pour les questions, les remarques ou les échanges qui peuvent suivre, et avec beaucoup d'intérêt pour vos Donc, en réactions. effet, on a une petite séquence d'échanges avec les questions-réponses. Donc, Karen remercie Madame Dupré pour son intervention et on le fait tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, Michel reprend le terme d'agrément et indique qu'il donne 500 grammes par ruche qui a travaillé, donc en termes de fermage, qui en fait généralement se fait de gré à gré, et pose la question, et vous? Donc, en effet, si vous voulez partager vos pratiques en termes
voilà, de rétribution des propriétaires d'emplacement, vous pouvez le faire. Alors Gwenaël indique que ces questions d'ordre éthique et sociologique ne sont pas du tout abordées dans les formations de type BPREA. Et donc les apiculteurs qui démarrent, qui s'installent, sont laissés seuls sur ce sujet. Euh, voilà, avec la mise en avant du modèle transhumant, qui est quasiment le seul mis en avant au détriment d'une apiculture sédentaire. Euh, et voilà, la question de Florent rejoint ce, ce sujet qui concerne les entrants en transhumance. Et donc, avec une question, auriez-vous identifié des pistes pour faciliter les échanges? Alors, peut-être une réponse à la fois sur les aspects de formation et comment développer les échanges pour les apiculteurs qui souhaitent transhumer. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet? Non, sur la transhumance, pas du tout. Sinon, pour avoir recueilli le point de vue d'apiculteurs qui sont confrontés à des transhumances qu'ils estiment un peu illégitimes ou un peu brutales. Sur la formation, bah oui, ça rejoint ce que je disais, où les jeunes ont ce sentiment, ils sont désemparés. Enfin, moi, j'ai rencontré, pas tous, hein, mais j'ai rencontré des jeunes, parfois désemparés, qui se sentent propulsés vraiment trop rapidement dans un milieu dont ils n'ont pas les codes. Alors, ils sont très maladroits, ça crée des conflits avec les apiculteurs en place, mais eux-mêmes se sentent assez désemparés et assez seuls pour construire leurs projets, pour progresser. Ils ont l'impression qu'il y a un individualisme, mais ils n'ont pas eu cette socialisation parce que voilà, alors peut-être c'est effectivement possible sans doute hein, d'aborder ça dans les formations initiales, mais c'est aussi des choses qui demandent du temps et qui s'acquièrent par la pratique et par l'expérience. Et l'apiculture, c'est peut-être par rapport aux autres, encore plus aux autres agricultures, activités agricoles, c'est une activité qui demande du temps, c'est une activité qui est vraiment un art. C'est pas juste la maîtrise technique et scientifique de l'abeille et de son cycle de vie, mais c'est un peu un art des autres. Et puis, et ça, c'est fait aussi avec la subjectivité de chacun. Il y a des gens qui sont plus, voilà, les apiculteurs sont très divers, donc il y en a qui vont être plus tournés vers les autres, plus, moi je fais mon truc dans mon coin et je m'occupe pas des autres, mais il y a une problématique pour les jeunes pour prendre leur place, et il y a une problématique qui interpelle du coup aussi les apiculteurs en place, comment ils font et comment ils laissent la place et quelle place aux entrants qui assurent une relève. Et c'est Peut-être ce qu'on compliqué. peut Mm. évoquer, c'est aussi l'ANERCEA qui a travaillé sur cette thématique avec l'ensemble de ses adhérents et qui propose une charte. Donc, ça peut être aussi un outil pour les apiculteurs qui démarrent. Oui. Jean-Baptiste, tu veux intervenir? Oui, j'avais une question concernant Malétos et l'installation par rapport aux difficultés d'installation. Est-ce que les jeunes installés et les apiculteurs en place, de la transmission, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaité, recherché, parce que c'est une question qu'on évoque en région, mais pour laquelle, en fait, on a l'impression de ne pas avoir les outils nécessaires pour les réaliser. Alors, merci pour votre question. La transmission du métier, vous voulez dire, ou la transmission de l'exploitation? Transmission d'exploitation. À d'exploitation, ouais. Euh, Bah oui, il y aurait à travailler là-dessus. Moi, j'ai rencontré peu de personnes qui reprenaient une exploitation. Mais en fait, ça pose la question, enfin, est-ce qu'on peut dissocier transmission d'exploitation et transmission du métier? Les choses vont de pair, il me semble, euh, avec quand même les rares personnes que j'ai rencontrées qui ont repris d'exploitation disaient, bah, le circuit que j'ai repris, c'est très pratique, mais je suis obligée de le changer du coup maintenant, parce qu'il y a des choses qui ont changé quand même. Il allait bien pour l'apiculteur qui a cédé, mais maintenant il me va plus tout à fait bien parce que c'est mon projet à moi et que bon, j'ai mon système à moi. Mais il change aussi parce que les ressources changent, le territoire change et donc je peux pas reprendre tel quel. Les cas les plus heureux, moi que j'ai vus, c'est pas des reprises d'exploitation, mais c'est des transmissions de métier. Je réponds un peu à côté, mais ça va quand même de pair. C'est les périodes où il y a eu un accompagnement, un sorte de tutorat par un apiculteur en place
qui a accompagné, et c'était quelqu'un qui était sur des réseaux, sur des systèmes complètement différents que ceux qui s'installaient, mais il y a eu une espèce de, oui, de tutorat, de mentorat, pendant les 2 ou 3 premières années, et c'était décrit par les apiculteurs comme extrêmement sécurisant, comme un très grand bonheur d'apprendre, et d'apprendre le territoire, et d'apprendre le métier, et bon, il y a eu une reprise, parce qu'ils ont repris des ruches, ils ont repris un certain nombre de choses, de matériel qui constitue cette exploitation apicole, mais c'était à ce niveau-là, moi, la transmission des savoirs et le passage des savoirs, mais qui s'est fait sur plusieurs années, enfin, qui s'est fait dans la longueur, sur plusieurs saisons apicoles, quoi. C'est le temps qui manque, en fait. Moi, je pense, en ce tuilage entre les générations, entre la relève et les apiculteurs installés. Mhm. Ok, merci. Donc, la conversation, Cindy va dans ce sens-là également, en évoquant un système de compagnonnage avec, voilà, Exactement. la mise en place. Myrène souhaitait donner des éléments à la remarque de Gwenaël. Non, 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 je comptais juste répondre par écrit parce que c'était plus simple. C'était pour D'accord, dire que en ok. fait, toutes ces questions sur le lien avec aussi les acteurs agricoles et aussi avec le sujet des pollinisateurs sauvages, ça sera traité dans la suite des interventions. Euh, ok, oui, c'est que je suis pas toute seule derrière les questions-réponses et j'avais vu une question qui a disparu, mais voilà, quelqu'un a dû répondre par écrit. Donc voilà, vous répondez concernant cette notion de fermage. Donc on voit la variabilité des pratiques, hein, 6 kilos par emplacement, 1 kilo par an par colonie, 500 grammes à 1 kilo suivant la mielée, 3 kilos pour un rucher, voilà. Et puis Karen qui souligne que l'apiculture est le seul domaine où les professionnels sont en concurrence directe avec des apiculteurs amateurs.